Bonjour à tous, je m'appelle Johan Hubert. Et moi, François Hélénon. Nous sommes les cofondateurs de Lexio Robotics, une start-up qui développe une solution logicielle permettant la reprogrammation automatique des robots pour de nouvelles tâches de manipulation. Et nous sommes tous les deux docteurs en intelligence artificielle appliquée à la robotique. L'idée d'aujourd'hui, c'est d'aller piocher dans quelques-unes des vidéos les plus virales que l'on a sur Internet à propos de robotique. Et le but, c'est de vous partager quelques clés, vous partager ce que des regards d'experts peuvent voir en voyant ces vidéos qui tournent sur Internet. Ouais, donc comment c'était fait, qu'est-ce qui marche vraiment? Et l'idée, voilà, c'est de vous partager de quoi comprendre ce qui pourrait arriver dans les années à venir. Allez, on commence avec un classique, Boston Dynamics. Donc là, c'est le robot Big Dog, donc un gros robot chien, un robot quadrupède là, qui est capable de marcher dans des environnements très divers, hein, donc dans la boue, dans la neige, dans la mer. Là, il se prend un coup de pied et il est capable de garder l'équilibre. Sur la glace. Voilà, donc c'est vraiment très impressionnant ce qu'il était capable de faire, hein, où le robot est capable vraiment de garder son équilibre. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette vidéo, elle date d'il y a 20 ans. Oui, tout à fait. Ça se trouve, vous ne l'avez peut-être même pas vue. Donc c'était les premières vidéos, parmi les premières vidéos virales de robots. Honnêtement, je me demande si on ne peut pas quasiment dire que c'est la première. Ah oui, oui. En tout cas, elle a fait un bruit monstrueux, comme ce robot en lui-même d'ailleurs. Parce que je crois qu'il faisait énormément de bruit, parce qu'il y avait une grosse machinerie derrière. Oui, parce que c'est un moteur thermique, donc c'est Ah bon. t'as ton gros moteur de loin là qui faisait un gros boucan. Ouais. C'était pas facile d'avoir ça chez soi dans son jardin, mais Et voilà, c'était pas le but. Hein, non plus. C'était pas du tout l'enjeu. En fait, ces vidéos sont vraiment des prouesses d'ingénierie. Elles sont faites pour faire une démonstration dans une vidéo. Donc ici, on a l'exemple du robot humanoïde Atlas, encore une fois de Boston Dynamics, qui est un peu le grand frère du robot Big Dog là qu'on a vu. Et là, il se déplace dans un immeuble, il est capable d'ouvrir une porte et de se déplacer aussi dans un environnement un peu difficile, donc dans la neige, dans des environnements complexes. Sauf que, donc encore une fois, il y a aussi des questions qui se posent sur la capacité d'adaptation du robot. Aujourd'hui, c'est l'une des difficultés qui se posent pour le déploiement de la robotique à grande échelle. C'est-à-dire que là, le robot Atlas, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est sa capacité de déplacement, qui est vraiment très impressionnante. Il n'y a rien sur la question des capteurs et la manière dont il va interagir avec le monde, avec l'environnement. En fait, on montre vraiment la locomotion, la manière de se déplacer. Et comment garder l'équilibre. Ce qui est vraiment, enfin, c'est là où Boston Dynamics était vraiment très fort. Enfin, ils ont toujours eu une avance sur ce sujet. Mais en fait, en voyant ces vidéos où le robot est déjà en train de soulever des poids, de se déplacer, il y a des vidéos où il fait du parcours, ça donne l'impression que le robot est vraiment prêt à être déployé dans le monde réel parce qu'il est capable de réaliser des choses qui sont vraiment compliquées pour un être humain. Par exemple, des sauts périlleux, c'est pas forcément évident d'apprendre. Tout le monde ne sait pas faire des sauts périlleux. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le CEO de Boston Dynamics disait très explicitement que pour faire des vidéos, notamment celles de parcours, les vidéos virales de Boston Dynamics, c'est des centaines d'essais qui sont réalisés où le robot tombe, se casse la figure, etc., explose. Il y a une vidéo making-of sur la chaîne YouTube de Boston Dynamics qui est très intéressante là-dessus. On voit vraiment les centaines d'essais qui vont réaliser pour faire une vidéo vraiment. Où le robot se casse et tout, je ne l'ai pas vu. Vraiment sexy. Si. Ok. Je t'en enverrai. Super, ouais, avec plaisir. C'est intéressant justement pour voir, c'est des super équipes vraiment très très avancées et qu'il faut voir où est la prouesse. Avoir une capacité de locomotion comme ça, un sens de l'équilibre, réaliser ces parcours, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, il y a cet enjeu d'adaptation. Voilà, il s'est mangé. Évidemment, à la fin, les gentils gagnent, le robot se relève. Mais donc la capacité d'adaptation, c'est vraiment le sujet sur la question des robots en général d'ailleurs, comme on l'avait dit. Comment la robotique à grande échelle. Alors là, on a une vidéo qui, elle aussi, date, pareil, une vingtaine d'années. C'est une équipe à Stanford qui a fait ça, je crois l'équipe de Peter Habil, où on a un robot PR1 ou 2, je crois que c'est le 1 à cette époque, ouais, c'est le PR1, qui a un très joli look de frigo, et qui est en train de réaliser des tâches dans un appartement. Donc là, on le voit passer le balai, on a vu le vider le lave-vaisselle, là, c'est carrément l'aspirateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette vidéo, elle commence à dater un peu. Ouais, ça fait plus d'une dizaine d'années. Enfin, même, presque 20 ans. Hein. Je crois que c'est entre 10 et 20 ans, quelque chose comme ça. C'est dans les années 2000, 2008, dans ces eaux-là. Bon, je suis vieux, excusez-moi. mais quand on voit ça, pareil, ça reste. Il y a toujours cet effet waouh des vidéos de robotique qui sont très, très, très impressionnantes.
La description de la vidéo, enfin le processus dans lequel la vidéo a été publiée, l'équipe dit très clairement que le robot a été téléopéré. Le robot est contrôlé à distance comme un jouet télécommandé. Il n'y a aucune autonomie, hein, vraiment. Zéro capacité d'adaptation. Mais ça montre quand même quelque chose d'impressionnant. C'est la capacité de ces systèmes, de ces robots. Capable mécaniquement de réaliser les tâches. Déjà, toutes ces tâches-là. C'est-à-dire que si le corps est prêt, entre guillemets, était déjà prêt il y a 15 ou 20 ans, pour avoir le robot à la maison qui peut nettoyer, etc. Ce qui manque, c'est vraiment le cerveau. C'est la capacité à attraper une assiette. C'est vraiment compliqué pour des robots. Hein. On sous-estime, parce que justement, on voit ces vidéos, mais en pure autonomie, c'est vraiment compliqué. Il faut se dire qu'il y a des compétitions internationales de robots qui mettent des ustensiles dans les lave-vaisselle. Hein. Pour avoir testé, c'est vraiment difficile. C'est assez éloquent. Donc voilà, le robot qui peut se balader dans le salon. Enfin bon, je pense qu'on est plusieurs à avoir envie d'avoir quelque chose comme ça. Pas tout le monde. Pas tout le monde, c'est clair. Mais ça montre le potentiel. Et ça montre aussi que si on peut le contrôler à distance, le robot, sans capacité d'adaptation, on peut déjà montrer des choses qui donnent à voir ce que pourrait être l'avenir, sans pour autant que la techno soit prête tout de suite. Alors celle-ci, c'est le robot Optimus de Tesla. Oui. On a une vidéo dans laquelle le robot Optimus donc, est en train de servir des verres dans le cadre d'une inauguration. Je crois qu'ils avaient organisé un événement pour une version d'Optimus. Ils avaient fait venir plusieurs journalistes, etc. On voyait des médias étaient présents. On voit que le robot est capable d'interagir, de faire coucou avec les journalistes ou les personnes à qui il sert des verres. Ouais, il y a une capacité d'interaction sociale, manipulation d'objets, etc. Alors, autonome ou pas autonome? Il y a un truc bizarre. Hein. Il y a quoi derrière ce rideau noir? C'est le gros drap noir derrière. Ouais. Bon, en fait, c'est clair. Quand on a un robot avec autant de capacités, surtout au moment où cette vidéo était sortie, on n'avait pas encore la possibilité d'avoir un robot sur des aussi longues séquences, d'avoir une totale autonomie. Donc c'était un robot qui était téléopéré. Ils ne l'ont pas caché d'ailleurs. Hein. Les gens posaient la question, t'es vraiment complètement autonome? Et donc l'opérateur disait non. Voilà, donc pour clarifier le processus. Par contre, ce qui est intéressant de souligner, c'est que Optimus la sortie du robot Optimus et l'annonce par Tesla a vraiment servi d'accélérateur au domaine. Il y a la vague, on parlait de l'effervescence, l'ébullition qu'il y a dans le domaine aujourd'hui. C'est 2022 dans ces eaux-là, et c'est à peu près à partir de ce moment-là. Donc il y a plusieurs phénomènes, plusieurs annonces, pas seulement le robot Optimus, mais il a clairement contribué. L'effervescence, on va dire, à partir de ce moment-là, où il y a eu beaucoup d'investissements. Donc beaucoup d'acteurs ont commencé à émerger autour de la robotique et humanoïde notamment. Et donc il y a beaucoup aussi de personnes qui sont passées par, beaucoup de personnes qui ont travaillé chez Tesla pour la robotique humanoïde, qui ensuite sont parties monter des startups un peu partout. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a pas mal de robots humanoïdes qui sont en train de sortir, qui ressemblent aux robots de Tesla aussi, qui s'inspirent forcément s'il y a eu des transferts de compétences. Là, on a vu quelques exemples où les robots sont téléopérés, et c'est vrai qu'encore il y a beaucoup de vidéos qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, de démonstrations dans les salons, comme on a pu voir pour l'événement avec le Tesla Bot, où les robots sont contrôlés à distance, et où il n'y a pas vraiment encore la capacité d'autonomie. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du tout d'autonomie sur les robots, et qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer avec la robotique. Non, clairement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, avec les récents progrès de l'intelligence artificielle, en particulier les années 2022 et l'IA générative, donc la même technologie qui a été utilisée sur ChatGPT notamment, ou tous les modèles de génération de texte, d'images, etc. On a des technologies similaires qui permettent aux robots d'obtenir des capacités d'autonomie avec un grand volume de données. Voilà. Après, ça reste encore sur des tâches quand même très très restreintes et bien cadrées, où on va essayer d'acquérir, en fait, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par imitation. On va essayer d'acquérir un très grand nombre de données sur une tâche très spécifique que le robot va pouvoir utiliser ensuite pour essayer de reproduire des gestes dans un scénario à peu près similaire. Ça d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a autant de téléopérations. Oui, il y a aussi une logique derrière scientifique, qui est que pour pouvoir apprendre aux robots à réaliser des tâches, donc avec des méthodes un peu comme l'IA générative, donc un peu comme ChatGPT, on le disait, on a besoin d'avoir ces données.
Voilà. Donc on a besoin de montrer au robot comment faire. Ouais, tout à fait. Par exemple, il y a récemment, il y a l'entreprise OneX qui a fait un bad buzz un peu là-dessus, où ils ont dit, bon, on vous vend un robot majordome pour 20 000 euros. Bon, après, ce qui n'était pas forcément très explicite derrière, c'est que le robot, en fait, est pas autonome. Alors, autonome sur des tâches vraiment très, très, très spécifiques dans un cadre très restreint. Peut-être ouvrir une porte, des choses Voilà, comme ça. peut-être ouvrir une porte, par exemple. L'idée, en fait, c'est d'avoir un système un peu gagnant-gagnant, ou donnant-donnant, en tout cas, on va dire, d'après au moins le CEO de OneX, où l'idée, c'est d'avoir un robot qui va être potentiellement télopéré dans la maison du particulier qui a acheté le robot, de manière, en fait, à acquérir de la donnée. Parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Le robot doit être capable de voir comment ouvrir plusieurs types de tiroirs, comment les assiettes sont différentes chez les particuliers. Donc, comment mettre une assiette d'un certain type dans un lave-vaisselle d'un certain type. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir plein de robots OneX dans plein de maisons différentes, avec des téléopérateurs qui vont pouvoir collecter des données dans des tas de situations différentes. Et ensuite, du coup, pouvoir permettre aux robots d'apprendre des tâches de plus en plus complexes. Ça, c'est un peu l'idée. Ouais. Après, il y a quand même pas mal de questions qui se posent, hein. Évidemment, c'est les questions de la vie privée. Avoir un robot avec quelqu'un derrière, donc un téléopérateur, c'est quelqu'un, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est, qui contrôle le robot pendant que vous êtes à la maison ou que vos enfants peut-être sont à la maison. Donc ça pose vraiment pas mal de questions sur la question de la vie privée et est-ce qu'on est d'accord avec ça, quoi. Oui, sûrement, d'une culture à l'autre, il va y avoir des réactions aussi très très différentes, oui, par rapport à ça. Enfin, c'est vraiment comment on perçoit la valeur qu'on peut tirer de ces technologies. C'est bénéfice-risque ou intérêt-inconvénient, on va dire. Et c'est pour ça que c'est aussi important de comprendre où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on peut faire de ces technologies pour voir comment se les approprier, qu'est-ce qu'on doit déployer. Enfin, OneX a quand même une technologie qui permet de dire je ne veux pas que le téléopérateur puisse se connecter au robot de telle à telle heure, si je suis dans la maison. Ouais, ils essayent de mettre en place des choses. Ils essaient quand même de mettre en place des sécurités pour limiter justement toutes les problématiques qui peuvent émerger. Mais c'est difficile. La capacité d'adaptation qu'on va voir dans les vidéos qui vont venir juste après vient beaucoup justement de la possibilité pour les robots d'avoir vu un peu tous les scénarios possibles. Un peu comme les grands modèles dont on parlait de texte, etc. Si on a vu énormément d'exemples différents, on peut trouver des choses intermédiaires, si vous voulez. Alors là, on a l'exemple d'une vidéo de Physical Intelligence, qui est une start-up californienne, avec des très grands noms de la recherche en robotique. En fait, on a vraiment un exemple de robotique autonome. Donc là, on parlait de OneX qui faisait de la téléopération pour entraîner le robot. Et donc là, on a un exemple de robot autonome qui a suivi un peu le même type de scénario. Donc les chercheurs et les ingénieurs ont collecté des centaines d'heures de démonstration d'un robot qui fait des tâches d'entretien de la maison, donc nettoyage dans une cuisine, ici il refait le lit dans la chambre. Et donc c'est très intéressant du coup de voir la capacité vraiment du robot, donc là c'est en autonomie, à s'adapter en fait et à différents types de maisons. Donc là il n'y a pas de téléopération. Il n'y a pas de téléopération là. Là le robot est vraiment en autonomie. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Hein. C'est quand même assez dingue. Ouais. Après, là, il y a quand même un petit x7 en vitesse. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même encore certaines contraintes. Hein. Oui, bien sûr. Non, c'est intéressant justement de regarder dans ce genre de vidéo. À la fois, ça montre que la téléopération n'est pas une fin, c'est une étape. Que grâce à ces méthodes, on va avoir la possibilité d'avoir des robots qui vont pouvoir effectivement réaliser des tâches dans des environnements ouverts. Et si on regarde vraiment le détail de ces vidéos, on voit les endroits où il faut encore travailler, les derniers verrous technologiques pour pouvoir avancer. Il y a quand même certaines petites subtilités. Là, par exemple, la cuisine est quand même assez propre. Ouais, c'est un robot donc, qui nettoie pour le moment les cuisines qui sont déjà propres. Mais ça a mis une petite claque quand même au domaine. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Et sachant que l'entreprise déclare que les robots est déployés dans des environnements comme par exemple cet appartement qui n'ont jamais été vus jusqu'à présent. Ouais, tout à fait. Mais on voit quand même que ce scénario reste quand même proche d'un scénario à l'autre. Ici, si on regarde attentivement sur comment le robot refait le lit,
on peut voir que dans chacune des maisons, le lit est à peu près défait de la même manière. Donc la couette est tirée, voilà, Toujours le de pli la sur le bonne côté, façon. voilà, il Sur faut... le côté, Regardez, bon, c'est toujours le... voilà. Voilà. Pas trop d'effet, pas trop fait non plus. Et donc ça montre justement cette limite de données. Si on a vu un peu tous les scénarios, le robot, il va pouvoir refaire le lit. Mais avoir des données suffisamment diverses pour voir toutes les configurations dans lesquelles peut être un drap, c'est pas évident. Donc, pour la robotique, comme pour toutes les technologies d'intelligence artificielle, mais en particulier la robotique, la donnée a une valeur extraordinaire. C'est vraiment crucial. Ouais. C'est vraiment critique. Alors ici, on a un autre exemple de robot en autonomie qui va être capable de réaliser une tâche ici dans un milieu plus industriel. Donc le cas du milieu industriel est comme intéressant parce qu'on est dans un milieu qui est, on va dire, semi-ouvert. La maison, ça peut vraiment être un environnement très très complexe. Dans le milieu industriel, on est comme dans un environnement plus contrôlé. Et donc même si on a de la variabilité, elle est moindre que dans une maison. Et donc du coup, on peut commencer à avoir des robots autonomes qui commencent à faire des choses intéressantes. Ici, on a un robot de Boston Dynamics, le tout dernier, qui est capable en toute autonomie là, de prendre des objets ici dans un bac et de les ranger dans un autre bac. Avec des perturbations, voilà, etc. Avec des perturbations très intéressantes. Donc là, on a une personne là, qui tire le bac vers elle, et le robot est capable de retirer le bac vers lui pour pouvoir accomplir la tâche. La personne va également fermer le bac avec les deux pardon, tu parles de quoi? Les battants? Les battants, les deux battants, pas un volant, un battant. Et le robot va être capable aussi de réagir à cette perturbation. Après, du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que pour réagir en fait à ces perturbations, un tel opérateur a dû contrôler en amont le robot et lui montrer en fait des centaines de démonstrations sur comment retirer le bac vers lui, comment résoudre le fait qu'un bâton est mis sur la caisse. Et donc en fait, à chaque fois qu'on va changer de tâche, il va falloir refaire cette étape de téléopération et de démonstration pour que le robot puisse s'adapter. Sauf si on a donc soit la capacité de récupérer automatiquement les données, soit que le modèle qui a été appris ait vu des scénarios qui sont similaires. Oui. Donc c'est tout cet enjeu. Comment on peut avoir des données pour la robotique, sachant que le texte, les vidéos, etc. sont disponibles, on peut les trouver sur Internet, etc. Des données de robotique, donc les positions articulaires, les positions des bras, des doigts, ce que perçoivent les capteurs, les caméras ou de capteurs tactiles aussi, il peut y avoir, c'est encore peu exploré, notamment sur les robots humanoïdes, mais il y a des travaux là-dessus. Ces données-là, on ne les a pas. Donc il faut les récupérer quelque part. Et aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est justement par la téléopération. Donc là, pour avoir des trajectoires aussi complexes, on a des capacités de téléopérer le robot, y compris bras et jambes comprises, pour pouvoir avoir ces fameuses données qui vont permettre après au robot de généraliser. Mais c'est vrai que ça fait... c'est des résultats qu'on ne pouvait pas imaginer, ou difficilement imaginer plutôt, il y a quelques années, en IA pour la robotique, ou déployer un robot comme ça dans un monde aussi complexe pour faire des tâches avec de la robustesse. C'est aller vite. Le domaine va vite. Ça va très très vite. Et on termine avec Engine AI, qui est une entreprise chinoise de robotique humanoïde qui récemment a fait parler d'elle avec cette vidéo, ou plutôt ces vidéos. La vidéo est extrêmement impressionnante. On voit une sorte de robot kung-fu rentrer dans un saloon. Oui, puis il y a des petites scènes de combat, etc. C'est très bien mis en scène. Et alors, cette vidéo, elle montre quoi? Des capacités d'adaptation? Voilà, donc elle est assez impressionnante parce que là, on voit du coup le robot qui est capable de reproduire en fait des scènes, des gestes d'arts martiaux de façon très, très impressionnante. Et où le robot donc, va être capable même de combattre avec un sparring partner. Après, là, tout ici est chorégraphié. Ils reproduisent une chorégraphie. Comme celle-ci, par exemple, qui est objectivement très impressionnante. Oui. Et qui montre que... que le robot est vraiment capable... En gros, c'est l'étape d'après les vidéos de Boston Dynamics là, qu'on a vues juste avant. Le robot est capable de faire des gestes très dynamiques, là, de sauter, de faire des gestes vraiment extrêmement impressionnants, tout en gardant l'équilibre et sans tomber. Ça, c'est vraiment une prouesse technologique qui nous semblait très difficilement atteignable il y a quelques années.
et qui commence à se démocratiser. Enfin, on a de plus en plus d'entreprises justement qui travaillent sur le geste humanoïde, sur le mouvement, la locomotion, comme cette entreprise en particulier, et qui font des progrès assez significatifs. Un point dont on peut parler quand même, c'est que c'est une entreprise chinoise, que les entreprises de robotique chinoises étaient pas du tout aussi présentes il y a quelques années qu'elles ne le sont aujourd'hui. Ils ont fait des progrès vraiment très impressionnants. Ils ont beaucoup investi là-dessus, ils ont une vision long terme sur le développement de ces technologies, et c'est déjà en train de payer avec des avancées fulgurantes. Donc aussi, en quelques années, ça peut aller très vite s'il y a des équipes qui s'organisent sur des projets avec des moyens. Là, on n'a pas encore un produit qui est commercialisable à grande échelle. Non, certes. On commence à avoir ce type de robots dans des domaines très spécifiques, par exemple, plutôt dans des spectacles de danse. Voilà, plutôt en démonstration. Plutôt pour du divertissement, pour l'instant. Mais pas encore un robot qu'on va déployer justement dans un entrepôt, une usine, et qui va pouvoir résoudre des tâches répétitives de manipulation, notamment. Mais c'est des choses vers lesquelles on va. On a pu voir avec des autres exemples que maintenant, on est capable de conférer aussi ces capacités d'adaptation en monde ouvert. Donc on a à la fois la capacité pour les robots de se déplacer, l'équilibre, etc., sur lequel on est en train de faire de très grands progrès, et la partie du geste et de la cognition, du traitement de l'information, sur lequel on est en train de faire des progrès aussi fulgurants. Et voilà, on a pris des vidéos qui nous semblaient représentatives des vidéos virales qui tournent aujourd'hui sur la robotique. Donc c'est essentiellement ce qu'on peut en retenir, c'est plutôt beaucoup encore de téléopération pour montrer les capacités des robots, donc pas forcément avec des capacités d'adaptation. Par contre, on va de plus en plus vers des cas avec de l'autonomie qui commencent à arriver. Voilà, donc on commence à voir. La téléopération est toujours un peu cachée derrière, parce que si on veut apprendre des comportements. Pour les données. Pour les données, si on veut apprendre des comportements qui permettent au robot de s'adapter, il faut toujours quand même faire de la téléopération pour que le robot ait justement cette base de données d'apprentissage pour s'adapter. Donc ça demande quand même pas mal de moyens encore justement pour pouvoir faire ces développements. Et on a vu que pour développer des systèmes, notamment les robots humanoïdes, là on prenait le dernier exemple, aussi impressionnant, c'est des projets importants avec des moyens et des visions pas immédiates, un peu plus moyen-long terme. Moyen-long terme. Vous allez y avoir beaucoup de potentiel, mais c'est clair que ça va demander des investissements et de se focaliser sur choisir certaines thématiques. Nous, on ne croit pas forcément, par exemple, au robot humanoïde qui pourra absolument tout faire. Le robot humanoïde a ce côté spécifique où il est adapté en fait à l'environnement humain. À notre monde, ouais. Donc ça, c'est intéressant. Parce que tous les objets, quand on y réfléchit, les objets sont faits pour le corps humain, pour attraper par rapport à la main humaine, pour s'asseoir dans le corps humain. Une poignée de porte, par exemple. Les escaliers, les poignées de porte, donc tout est fait pour le monde a été façonné par l'être humain. Mais avoir un robot qui est vraiment efficace pour toutes les tâches, comme on le disait dans une des précédentes vidéos, pour certaines tâches, on ne va pas avoir nécessairement besoin de tout le corps de l'humanoïde. Ça peut être parfois juste un bras. Un moteur, un drone, un robot quadrupède. Là, les robots chiens. On fait même des robots un peu bizarres maintenant. On fait des robots pieuvres. On a vu, il y avait un robot dans un laboratoire coréen, il y avait un robot feuille. C'est un robot qui, c'est vraiment. On est loin des applications. C'est incroyable. Mais ça pour dire que la forme des robots peut aussi être très très différente, et on peut aussi s'éloigner de l'imaginaire uniquement du robot humanoïde, bien qu'il ait un très fort potentiel. La question, c'est aussi de savoir quelle tâche on a envie de résoudre, quel problème on a envie de résoudre avec les robots, plutôt que nécessairement essayer de faire le robot qui va être capable de tout faire, et donc qui pose aussi des enjeux éthiques de quelle société on est en train de créer avec des robots qui sont capables de tout faire, potentiellement, qui ne sont pas du tout évidents. Et même d'un point de vue pratique, pour résoudre des cas d'usage, pour avoir des produits qui sont peu coûteux et accessibles, il y a l'enjeu de quels sont les problèmes qu'on a envie de résoudre et de développer les technologies les plus efficaces pour chaque problème, de choisir le bon outil pour la bonne solution. Et d'ailleurs, si vous êtes vous-même industriel, n'hésitez pas à nous contacter. On va mettre l'adresse de contact dans la description. On sera ravis d'échanger, de vous aiguiller vers telle ou telle solution si on peut, et pourquoi pas travailler ensemble si on peut vous aider. Voilà, un grand merci à Sky. Un grand merci à Sky d'avoir rendu cette série de vidéos possible et de nous aider à informer le plus grand nombre sur ces sujets. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre Lexio Robotics et Sky sur les réseaux, qu'on va mettre également en description.
Et si vous avez des questions, s'il y a un sujet sur lequel vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. Plus on comprendra ces technologies et plus on pourra définir ce que l'on attend de ces technologies pour en tirer le meilleur.